Bonjour à tous, c'est Alexandra, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis en plein préparatif pour mon anniversaire de demain, mais effectivement, il fallait faire cette vidéo électrochoc, euh, très importante. Alors, tout d'abord, à peine arrivé, un jeune maire de la Seine-Saint-Denis décide de désarmer la police municipale. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ce sont les cartels de narcotrafic et la mafia qui vont prendre le contrôle de cette ville, comme ils ont pris le contrôle d'autres grandes villes, comme par exemple Marseille. C'est pas la peine de se voiler la face, c'est pas la peine de faire semblant de ne pas comprendre, c'est cela qui va arriver. Et ce jeune maire aura 0%, je dirais, de possibilité d'agir, et toute sa ville sera dirigée manu militari par ces cartels. Voilà. Si d'ailleurs son élection n'a pas été programmée, euh, ou largement, je dirais, étayée par la mafia. Ça existe dans beaucoup de pays du monde, y compris aux États-Unis. C'est très triste pour notre beau pays. Alors, il y a également la carence des votants qui ont permis à certaines personnes, dont ce monsieur, je suppose, d'accéder à des responsabilités. Ce monsieur qui est ce qu'il est, bien sûr, mais qui n'est pas forcément compétent pour la fonction, et surtout qui n'est pas forcément sympathisant avec notre culture et notre civilisation française républicaine. Donc ça est très inquiétant, parce que ça va faire des petites enclaves parmi les enclaves, et des enclaves où beaucoup de personnes partiront vivre ailleurs, et ça deviendra des no man's land, comme on dit aux États-Unis, des endroits ghettoisés où la violence sera, je dirais, euh, omniprésente partout, à tous les moments. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on est en train d'atteindre un certain seuil de non-retour qui existe dans d'autres pays du monde, je vous l'ai déjà dit, comme aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Bon. On aurait pu éviter, je pense, mais on ne veut rien écouter. Alors, que dire de ces élections guignolesques, clownesques, où la carence des votants, mais aussi l'ingérence ou la mainmise des plus hautes sphères de l'État dans certaines élections, comme la parisienne par exemple, où on avait tout fait pour pousser Rachida Dati dans les starting blocks pour faire un mur, je dirais, contre l'adjoint d'Hidalgo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a atteint un seuil de sordide, je dirais, insoupçonné, où il ne s'agit plus de permettre à une personne compétente d'accéder à un poste, mais il s'agit de magouilles entre personnes qui ont tous des dossiers les uns contre les autres. Dati est venimeuse, c'est un cobra, on le sait bien, c'est pas la peine non plus de tourner autour du pot. Dans les hautes sphères de l'État, on dit qu'elle a récupéré l'ADN de Brigitte Macron. Vous savez, ça n'a rien non plus d'époustouflant, il suffit d'un verre, hein, et qu'elle aurait les preuves irréversibles de sa vraie nature. Bon, enfin, écoutez, c'est ce qu'on dit en tout cas. Et donc, par conséquent, si c'est le cas, comme vous dites, eh ben, elle est dangereuse. Et donc, eh ben, peut-être que c'est pour ça qu'elle a été ministre de la Culture, puis encore ministre de la Culture, puis maintenant que vous voulez la mettre sur une voie de garage dorée, hein, à la mairie de Paris, pour ménager la chair et le chou. On dit cela aussi d'un autre homme politique, Gabriel Attal, qui lui aussi aurait certains papiers en main et qui d'ailleurs les aurait déjà mis entre les mains de Mediapart. Voilà ce que je peux vous dire. Après, moi, ce ne sont que des bruits. Donc je ne suis pas non plus la science infuse, je vous dis ce que je sais de sources sûres, hein, et ce que j'ai entendu. Voilà ce que je voulais vous dire. Et alors, le propos de cette vidéo ce soir, c'est les multiples réactions par rapport à euh, la pédocriminalité, où j'ai dit que 99,9% des actes pédocriminels étaient commis par des individus de sexe masculin. Il ne s'agit pas de stigmatiser les hommes, bien sûr que non, excusez-moi, il y a toutes sortes d'hommes qui sont parfaitement corrects et respectueux des femmes et des enfants. Mais on ne peut pas nier que tous ces actes-là, dans l'immense majorité, sont commis par des personnes de sexe masculin. Voilà, ce ne sont pas les femmes, ce sont bien les hommes. Je crois que dans la pédocriminalité, euh, oui, enfin c'est peut-être un peu plus que ça, 90% par les hommes et 10% par des femmes. Euh,
Pareil pour la prostitution. Moi, on m'a souvent mis dans les gencives des inspecteurs d'élite à la tête de la brigade mondaine qui me disaient: «Mais madame, il faut comprendre que ce type de prostitution-là», en parlant non pas des enfants, mais des travestis par exemple, je dirais, heu, est indispensable à la société parce que cela permet d'endiguer des pulsions brutales et violentes et perverses de beaucoup d'hommes qui, s'ils n'avaient pas cet exutoire, s'attaqueraient à, ben, des citoyennes de tout âge, respectables. Je répondais immédiatement que même si certaines personnes étaient sur le trottoir, ces personnes restaient des êtres humains qui devaient être respectés. Voilà, qu'on n'était pas là pour juger l'être, mais peut-être les actions, et ne pas être d'accord avec le fait de se prostituer pour survivre. Ça. On me dit: «Mais oui, tous ces hommes-là, finalement, ils ont été élevés par des femmes». Oui, oui, bien sûr, ils ont eu des mères, des grands-mères, des sœurs, bien évidemment. Mais la culture de domination machiste de l'homme, la culture patriarcale est tellement bien ancrée que, sans le vouloir, j'imagine, des femmes ont pu élever leurs enfants en faisant du garçon l'être roi et la fille, bah, une fille avec tout ce que ça veut dire, comme beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de soumission, etc. Et l'immense majorité des, par exemple, des clients qu'elle est au Bois de Boulogne étaient non pas des homosexuels assumés du Marais, pas du tout, mais bien des hommes hétérosexuels qui avaient des femmes et souvent étaient même pères de famille. Donc ils franchissaient une ligne rouge et par fantaisie, par curiosité, par goût d'exotisme, vous appelez ça comme vous voulez, et aussi pour imaginer vivre peut-être des pulsions homosexuelles très cachées au fin fond de leur subconscient, justement avec des personnes de sexe masculin mais avec une apparence féminine. Et ces gens-là, dès lors, sont pris dans des addictions massives. Ils ne pouvaient plus s'en sortir psychologiquement et ils finissaient par imploser et par détruire euh, eux-mêmes et leur propre famille. Donc, je rappelle que la nature de l'homme est la prédation et que euh, sa virilité et je dirais le fait de satisfaire ses désirs virils reste le dénominateur de beaucoup d'hommes pour exister dans la vie. Alors que on pourrait imaginer que s'ils se servaient un peu plus de leur fonction cérébrale, ça irait peut-être mieux. Et que je pense que c'est là le point de rupture entre les hommes et les femmes. C'est que les femmes sont 1000 fois plus cérébrales et réfléchies, et n'ont pas toutes ces pulsions dévastatrices. Donc, je voulais vous dire tout ça ce soir et finir une vidéo par un uppercut, quelque chose de cinglant. On me pose des questions sur Madame Katouchanian. Moi, je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas, mais je peux vous donner mon intime conviction. J'ai toujours pensé que la mort de Katouchanian avait été commanditée par une personne en particulier et tout avait été organisé. Katusha avait déjà été violemment remise à sa place par M. Pierre Berger, qui, comme vous le savez, maintenait Yves Saint-Laurent en état de torture, en lui affligeant toutes sortes de choses abominables, hein, la drogue, des partenaires violents, et l'obligeait à assister au martyre d'enfants. Saint-Laurent, qui était un homme complètement, je dirais, timoré, soumis, quelqu'un de dominé. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc Katusha avait voulu l'aider, on lui avait dit vertement de se mêler de ce qu'il regardait et de prendre sa distance. Ce qui l'avait beaucoup affecté parce que elle était extrêmement liée à M. Saint-Laurent. Et elle était partie un peu en Afrique comme ça pour créer sa propre marque de couture. Elle était revenue après totalement différente. Elle avait fait le ménage avec certaines addictions. Elle était beaucoup plus enclin à mener une vie, je dis, religieuse. Elle était très, très, très proche et très au fait de s'occuper à la perfection de l'éducation de ses enfants. Une fille fantastique, brillante, extrêmement sensible. Et elle était revenue avec le désir d'aller jusqu'au bout des choses et de dénoncer un système de pédocriminalité, je dirais, sans ambiguïté. Puisque vous savez qu'elle s'occupait aussi des petites filles abusées en Afrique, excisées, infibulées, etc. Ce qui a été son cas à elle.
Et ensuite, elle a rencontré un monsieur dont je ne ferai pas l'apologie, un gangster, un trafiquant de drogue, qui était donc quelqu'un d'un certain milieu. Elle s'est sentie sous protection, elle était très amoureuse de lui. Ils avaient fait comme ça une relation en dents de scie. Et puis là, ça devenait un peu plus sérieux. Et je suppose qu'elle a pensé qu'elle était sous protection massive et que c'était le moment d'informer le monde de ce qu'elle savait. Et ce jour-là, il était en déplacement et son propre fils a été soudoyé. Et ils ont pu ainsi organiser le kidnapping de Katusha, qui est restée invisible pendant une semaine, je crois. Et ensuite, elle a été exécutée. Et on a retrouvé son corps, comme vous le savez, dans la Seine, frais comme un gardon. Alors, c'est pas le corps de quelqu'un qui est resté 8 jours. Non. J'ai toujours pensé, et ça n'engage que moi, que le personnage qui était à la base de tout, c'était Pierre Berger. Pierre Berger qui en plus est payé l'outrance de venir assister à ses obsèques avec un petit air comme ça de misérabilisme. Je connais trop bien ce personnage pour savoir que dans l'ignoble, la perversité, il était capable de tout. C'est mon intime conviction. Pour revenir à Madame Niane, elle a toujours dit qu'elle laisserait les clés de tout dans ses écrits. Dans la mesure où on n'a pas omis de publier certains feuillets qu'elle avait rédigés de sa main, elle sera ensuite défendue par un avocat de renom, Roland Dumas, qui arrivera à une conclusion officielle qui a arrangé tout le monde. Ses parents repartiront en Afrique avec de l'argent, comme dommage par rapport à la perte de leur fille. On leur demandera de se cantonner à la version officielle, ce qu'ils feront, contraints et forcés, je suppose. Et M. Dumas n'insistera pas. Je voulais vous parler de ça ce soir, parce que c'est important, même après toutes ces années, que l'on se pose les bonnes questions. Katusha était brillante, Katusha était sensible, Katusha était supérieurement intelligente. C'était une fille extrêmement courageuse et qui s'est battue comme une tigresse pour que l'on cesse de martyriser ces petites filles africaines. Et je suppose qu'on lui doit bien ça, rétablir une forme de vérité. C'est ce que j'essaye de faire. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra.